Bonjour à tous. Donc je remercie les organisateurs pour leur invitation. Voilà, comme vous a dit Carole André, on a vu cette présentation en duo avec Arnaud parce que c'est vrai que voilà, là, pour vraiment faire la continuité enfant-adulte. Et donc on prévoit un moment pour vos questions. Alors là, c'est pour vous montrer brièvement un peu les différentes choses dont on veut discuter dans cette présentation. Donc vous expliquer un peu ce que c'est qu'un syndrome myasthénique congénital. Ce n'est pas toujours très simple à comprendre. La présentation clinique, le diagnostic, les grands principes de traitement et puis certaines situations particulières. Alors là, on s'est permis de vous faire un bref rappel physiopathologique. Alors, pardon, juste, il y a un pointeur, Carole, excuse-moi. C'est là, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, oui, c'est mieux de le faire ici, effectivement. Donc, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, hein, mais voilà, pour être... les syndromes myasthéniques congénitaux sont des affections du système nerveux périphérique. Le système nerveux central est composé du cerveau et de la moelle épinière. Donc le système nerveux périphérique, c'est la corne antérieure de la moelle, le nerf périphérique, la jonction entre le nerf et le muscle. Alors là, si on fait un petit grossissement du schéma qu'on vous a montré tout à l'heure, donc là, on grossit le système nerveux périphérique, et là, vous voyez une coupe de la moelle épinière tranchée, qui se poursuit. Donc là, vous avez les neurones qui commandent à la force, ce qu'on appelle le motoneurone, qui se continue par le nerf périphérique et qui vient faire ici la jonction en innervant le muscle et en commandant à la contraction musculaire. Donc on va continuer un petit peu plus loin. Et, pardon, je reviens un peu en arrière. Et donc, si vous voulez, la maladie qui vous concerne est une affection qui concerne la jonction entre le nerf ici et le muscle. Les syndromes myasthéniques congénitaux, ce sont des maladies génétiques qui sont quand même très rares, qui sont des maladies hétérogènes, puisque vous allez voir, Arnaud va vous le détailler. Il y a des présentations de maladies qui sont quand même très différentes, des âges de survenue aussi, et sont liées donc à la mutation d'un gène qui va coder pour une protéine essentielle dans le bon fonctionnement de cette jonction entre le nerf et le muscle. On va faire un grossissement tout à l'heure. Et souvent, donc, on se dit, mais si c'est une maladie génétique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres membres de la famille qui sont atteints? En fait, ceci est expliqué par le fait que le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, il s'agit d'une maladie qui est dite autosomique récessive. Donc là, ce petit schéma pour ceux qui ne sont pas familiers à cela. Donc, en fait, quand on parle d'autosomique, ce sont des gènes qui ne sont pas sur les chromosomes sexuels, que sont donc XX pour les femmes, XY pour les hommes. Et donc, vous voyez, on a tous deux copies de chaque gène, un qui vient du père, un qui vient de la mère. Vous voyez ici cette personne qui est atteinte de la maladie. Elle a reçu un gène muté de sa mère, un gène muté de son père. Et vous voyez, les parents sont moitié-moitié, c'est-à-dire qu'ils ont un gène muté, un gène sain, ce qui fait qu'ils portent la maladie, mais qu'ils ne sont pas malades. Et ceci explique qu'on puisse être le seul de sa famille à être malade. Alors, il faut qu'on reprenne le fonctionnement de la jonction neuromusculaire, même si je pense que, Carole, ça a déjà été quand même bien abordé, mais je vais me permettre de le reprendre. Donc là, vous voyez, donc tout à l'heure, sur une des diapos précédentes, vous avez vu que donc, on se situait dans la jonction entre le nerf ici en gris et là, ici, le muscle. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la fente synaptique. Et donc, quand vous avez un influx nerveux, vous allez contracter un nerf, eh bien, vous avez un influx nerveux qui part le long de la terminaison nerveuse, qui va entraîner un afflux de calcium, qui va entraîner ensuite le relargage de vésicules de neurotransmetteurs qu'on appelle l'acétylcholine. L'acétylcholine va venir se relarguer dans la fente entre le nerf et le muscle.
Et quand la jonction neuromusculaire est parfaitement bien formée, vous avez un regroupement des récepteurs à l'acétylcholine, qui sont des récepteurs ultra spécialisés, qui chez l'adulte sont bien regroupés au sommet de petites invaginations et qui se tiennent prêts à recevoir l'acétylcholine et ensuite enclencher le mécanisme de contraction musculaire. À côté du récepteur de l'acétylcholine, il y a d'autres protéines qui sont des protéines majeures du fonctionnement de cette jonction neuromusculaire. On peut par exemple mentionner le récepteur tyrosine kinase MuSK, DOX7, et puis également l'agrine, qui est un neurotransmetteur qui est très important pour en fait une bonne jonction entre le nerf et le muscle et qui apporte aussi des informations en rétro vers la terminaison nerveuse. Donc en fait, quand on regarde cette jonction neuromusculaire, il y a ce qu'on appelle la partie présynaptique, c'est-à-dire qui est la partie de la terminaison nerveuse finale. Vous avez en fait ici la fente synaptique et vous avez la région qu'on appelle postsynaptique qui est la région musculaire. Et donc, en fonction du gène qui va coder pour l'une de ces protéines que vous voyez détaillées ici, eh bien, on va détailler un syndrome myasthénique qui va être par exemple présynaptique, synaptique ou postsynaptique. Et on verra tout à l'heure, ça a vraiment des implications, notamment sur le type de traitement qu'on peut proposer. Donc effectivement, moi je vais plutôt présenter les caractéristiques cliniques sur le versant pédiatrique, puisque finalement ce sont des pathologies, les syndromes myasthéniques congénitaux qui débutent précocement et pour la plupart finalement à l'âge pédiatrique, en sachant que généralement les symptômes finalement sont présents dès la période néonatale dans un grand nombre de syndromes myasthéniques congénitaux et en tous les cas généralement dans les 2 premières années de la vie. Et il peut y avoir, dans de plus rares cas, des syndromes myasthéniques congénitaux qui débutent, dont les symptômes débutent à l'âge adulte, mais c'est plus rare. Alors, dans les malaises, dans les symptômes qui vont nous intéresser, qui sont très caractéristiques des syndromes myasthéniques congénitaux qui se révèlent en pédiatrie, on va avoir des phénomènes de malaise qui sont importants à connaître pour les médecins et à repérer. Et on milite en particulier pour que ce soit une information qui soit transmise et qui soit connue, en particulier des médecins néonatologistes, puisque ça peut générer aussi parfois un petit peu de délai diagnostique, et donc on peut avoir des phénomènes de malaise avec 2 caractéristiques un peu différentes. On va avoir des malaises qui vont survenir finalement déclenchés par un stimulus généralement nociceptif, de la douleur, du reflux qui va entraîner une pause respiratoire. Et puis un deuxième type de malaise qui cette fois-ci est beaucoup plus brutal, qui survient de manière inopinée, comme un phénomène de panne, et qui est lié, en fait, qui entraîne une asphyxie brutale par fermeture de la glotte. Donc, généralement, ce sont des nouveau-nés qui vont brutalement, sans raison particulière, avoir une asphyxie avec des manifestations cliniques d'étouffement qui surviennent sans raison évidente et qui peuvent être pris souvent pour des malaises d'une autre nature, en particulier des malaises épileptiques qui peuvent faire retarder le diagnostic parce qu'il y a souvent des phénomènes d'agitation pendant ces phases d'apnée et d'asphyxie. Et donc ces phénomènes d'apnée, on les observe particulièrement dans certains syndromes myasthéniques congénitaux, en particulier dans ceux qui sont liés au gène de la choline acétyltransférase au niveau présynaptique, dans le gène de la rhabsine, mais aussi dans le gène DOX7. Et puis dans d'autres gènes, en particulier le canal sodium ou le gène de l'acétylcholinestérase. Donc ce sont des phénomènes qui sont brutaux, qui sont sévères, qui pour certains peuvent engager le pronostic vital de ces nouveau-nés et qui peuvent en tout cas amener à des hospitalisations en réanimation et on en parlera aussi après, à des besoins de soins de trachéotomie parfois pour protéger de la survenue de ces malaises qui arrivent de manière vraiment inopinée.
Ensuite, dans les signes cliniques qui sont fréquents, on retrouvera des symptômes digestifs, alors qui ne sont pas forcément spécifiques de la myasthénie, mais qui sont très fréquents, comme le reflux gastro-œsophagien. Et ce reflux en période néonatale peut être lui-même un facteur déclenchant de ces malaises qui sont des malaises qui vont se manifester par des apnées. On retrouvera des troubles de succion déglutition avec des nouveau-nés, des nourrissons qui vont avoir des difficultés pour s'alimenter, qui vont avoir du mal à prendre du poids. Et nous, pédiatres, en fait, ce qui nous évoque particulièrement le diagnostic de myasthénie dans ces troubles de succion déglutition, ça va être lorsqu'ils vont être isolés, et en particulier lorsqu'ils ne sont pas associés à des anomalies de l'éveil, puisque voilà, c'est assez fréquent d'avoir des problèmes de succion déglutition chez les nourrissons qui présentent une encéphalopathie ou un retard de développement global. Mais par contre, quand les troubles de succion déglutition sont parfaitement isolés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment localisés à la sphère bulbaire, il faut les évoquer, il faut vraiment évoquer ce diagnostic de myasthénie congénitale. Pareil, quand les troubles de succion déglutition sont isolés et qu'ils contrastent avec le fait qu'il n'y a pas forcément d'atteinte musculaire segmentaire, pas de déficit moteur au niveau des racines, comme ce qu'on peut le voir dans une myopathie congénitale, c'est assez évocateur du diagnostic de myasthénie congénitale. Les autres signes qui sont assez classiques et qu'on retrouvera aussi dans les myasthénies auto-immunes, ça va être l'atteinte oculomotrice avec l'optosis, qui est liée à l'atteinte du releveur de la paupière, ou l'ophtalmoplégie, qui va être liée aux atteintes des muscles oculomoteurs. En sachant que ces signes oculaires ne sont pas toujours présents au début de l'expression de la maladie, ou en tous les cas, ils peuvent être parfois difficiles à repérer, et en particulier en période néonatale, tout simplement parce que voilà, sur un nouveau-né qui dort 20 heures par jour, repérer l'optosie, ce n'est pas toujours évident. Les autres signes de la myasthénie, on va retrouver des signes qui vont concerner la musculature faciale avec une hypomimie, c'est-à-dire une diminution des expressions faciales. Pareil, cette hypomimie, elle peut être très difficile à repérer en période néonatale et souvent elle est repérée a posteriori une fois que le diagnostic est fait et qu'un traitement est proposé, puisque ça va corriger au moins en partie ce symptôme, et on va pouvoir se dire a posteriori effectivement la mimique était un petit peu limitée. On retrouvera aussi des signes de dysfonction un peu des muscles pharyngés avec un encombrement chronique, une stase salivaire importante. Et autre point qui est assez évocateur, c'est le stridor ou l'anomalie du cri, qui va signer une atteinte des muscles respiratoires. Ensuite, en ce qui concerne le déficit musculaire, qui est quand même un des points cardinaux de la myasthénie, donc on va avoir un déficit musculaire ou une fatigabilité musculaire qui peut toucher la musculature axiale et les racines, ou les deux. En règle générale, l'atteinte musculaire n'est pas associée à une amyotrophie ou une anomalie de la masse musculaire, enfin du volume musculaire. On retrouvera assez peu de complications orthopédiques, sauf dans certains syndromes myasthéniques congénitaux, par exemple comme dans DOC7, et ça c'est assez typique des myasthénies congénitales, et c'est ce qui permet de les opposer à d'autres pathologies musculaires de cette même tranche d'âge, en particulier les dystrophies musculaires congénitales ou les dystrophies musculaires progressives, pour lesquelles on va avoir des déformations orthopédiques qui peuvent être plus marquées et plus évolutives. On parlait tout à l'heure de la douleur. Alors les enfants se plaignent assez rapidement à l'âge verbal, à l'âge scolaire, quand ils peuvent l'exprimer, du fait qu'ils présentent des douleurs, en particulier des membres inférieurs, qui sont probablement des douleurs que moi j'interprète aussi comme une forme de surutilisation de leur capacité musculaire par rapport à l'effort demandé, par rapport à ce qu'ils peuvent produire comme effort. Et puis le point important, c'est la notion de fluctuation. Dans les myasthénies congénitales, contrairement aux myasthénies auto-immunes, les fluctuations peuvent survenir avec des intervalles plus longs, c'est-à-dire qu'on est habitué dans la myasthénie auto-immune à avoir des fluctuations diurnes, c'est-à-dire qui s'installent en quelques heures dans la journée. Dans les myasthénies congénitales, les périodes de fluctuation peuvent durer quelques jours à quelques semaines, ce qui
peut faire aussi parfois un petit peu errer le diagnostic, parce que si on voit le patient à un moment où il se trouve en bonne forme physique, finalement, on n'a pas forcément beaucoup de symptômes à observer, à caractériser, mais voilà, il faut le savoir. Il y a d'autres éléments qui sont assez fréquents, qu'on retrouve assez fréquemment dans le suivi de ces patients. Alors, il peut y avoir dans certains cas des difficultés intellectuelles. Alors, soit ces difficultés peuvent être finalement la conséquence de malaises dans les formes de myasthénie congénitale qui sont associées à des malaises anoxiques qui n'ont pas forcément été pris en charge ou pour lequel voilà, il y a eu répétition d'anoxie en période néonatale. Et puis, dans certaines formes de myasthénie congénitale, il peut y avoir, de manière, je dirais, constitutionnelle, l'association de signes myasthéniques à d'autres difficultés développementales, comme dans certains gènes, en particulier les gènes ubiquitaires de glycosylation, où la myasthénie va finalement être un signe clinique qui s'associe à un syndrome un peu plus large, qui peut aussi intégrer des difficultés, des troubles du neurodéveloppement. On retrouvera aussi assez souvent des problématiques praxiques avec des difficultés dans le graphisme qui vont être repérées notamment à l'école, une lenteur, des difficultés voilà, à prendre ses notes. Il peut y avoir un retard de langage, des difficultés d'élocution, et en particulier lorsqu'il y a une atteinte faciale qui est marquée. Et puis, il peut aussi s'associer plus rarement des signes extraneurologiques ou extramusculaires avec certaines formes de syndrome myasthénique congénitaux. Par exemple, une épidermolyse bulleuse, donc une atteinte cutanée dans les mutations du gène de la plectine, d'autres signes neurologiques comme l'ataxie cérébelleuse dans d'autres gènes, etc., etc. Alors, on va pouvoir caractériser différentes formes d'expression clinique chez nos patients. Alors, il peut y avoir des myasthénies congénitales qui peuvent s'exprimer très précocement et parfois pendant la période anténatale. Ils vont être responsables finalement d'un immobilisme fœtal qui peut avoir des conséquences au niveau articulaire et générer ce qu'on appelle une arthrogrypose, c'est-à-dire des articulations qui sont enraidies et qui limitent les mouvements. Ça peut se voir dans certaines mutations, notamment du récepteur de l'acétylcholine ou des mutations du gène de la rhabsine. Donc ça, c'est des formes d'expression précoce. Et puis, dans les myasthénies congénitales qui vont s'exprimer un petit peu plus tard, c'est-à-dire après la naissance, on va identifier 3 présentations cliniques principales. Des myasthénies congénitales dont l'expression principale va être une atteinte bulbaire, et on va détailler. Des atteintes qui vont ressembler finalement à une myopathie, et puis des atteintes qui vont concerner principalement des troubles oculomoteurs. Donc on va détailler ces trois présentations cliniques. Donc la forme bulbaire, ce sont des myasthénies congénitales, donc ça correspond à certains gènes bien précis. Généralement, ce sont des myasthénies congénitales qui sont très bruyantes, très précoces, qui sont expressives dès la période néonatale et qui associent généralement des malaises avec ces apnées dont on a parlé tout à l'heure, qui sont très sévères et très caractéristiques. Là, on voit la photo d'une petite fille qui avait une trachéotomie et une mutation du gène de la rhabsine, qui avait ce type de myasthénie congénitale avec une forme bulbaire prédominante. Alors, peut s'associer à cette atteinte bulbaire les autres signes classiques de la myasthénie, c'est-à-dire une atteinte de la succion, déglutition, et puis parfois aussi une atteinte oculomotrice ou une atteinte de la musculature et une diminution de la force musculaire. Mais généralement, ces signes cliniques-là sont au second plan et beaucoup moins intenses, beaucoup moins prononcés que l'atteinte bulbaire qui est vraiment extrêmement expressive. En sachant que ces apnées-là, les apnées sont souvent très marquées, très bruyantes pendant la période néonatale et dans les 2 premières années de vie, et puis elles ont plutôt tendance à diminuer en termes d'intensité ou de fréquence en grandissant autour de 3-4 ans. Alors l'autre forme clinique, ça va être la forme pseudomyopathique. Alors il y a une petite vidéo, si on peut la lancer.
Donc là, les patients vont se présenter avec au premier plan un défi. Alors désolé, là à l'envers. Mais on voit bien la présentation clinique. Donc là, cette jeune fille se présente avec une atteinte myopathique au niveau des ceintures, avec une démarche très particulière, une fatigabilité musculaire, une gêne importante à la marche et des chutes. Puis elle a une démarche en rotation interne très particulière. On peut apercevoir aussi qu'elle a une atteinte faciale, mais qui est une discrète amimie, mais qui n'est pas forcément très très marquée. C'est une jeune fille qui avait été également opérée d'un ptosis avant de consulter en myologie. Mais la présentation vraiment principale, c'est vraiment cette atteinte musculaire au niveau des ceintures. Donc c'est des formes de myasthénie congénitale qui peuvent tromper un petit peu ou qui peuvent faire errer le diagnostic, puisque effectivement on peut être amené à évoquer d'autres diagnostics comme une myopathie congénitale ou d'autres maladies musculaires avant d'évoquer ce diagnostic, et en sachant que les fluctuations dans ces formes pseudomyopathiques ne sont pas toujours très évidentes, en tout cas elles peuvent survenir avec des intervalles assez longs, comme on disait tout à l'heure, donc le diagnostic n'est pas toujours évident au premier plan. Et enfin, la forme oculaire pure, donc, qui va se résumer par définition par une atteinte oculomotrice, qui est parfois l'unique manifestation de la myasthénie, ou parfois il peut y avoir une atteinte également de la musculature, mais qui est à minima et qui finalement ne gêne pas le patient. Le patient va consulter pour son atteinte oculomotrice. Je te passe la parole. Alors après, c'est vrai que, donc, comme vous l'a dit Arnaud, en règle générale, ce diagnostic il se pose chez les enfants. En règle générale, donc, par exemple, la forme bulbaire dont on vous parlait tout à l'heure, c'est en règle générale, le diagnostic est fait chez le petit enfant puisque les symptômes sont très précoces. Les patients pour lesquels le diagnostic va se faire plutôt à l'âge adulte sont plutôt des tableaux comme la jeune fille dont vous avez vu le film, qui sont des tableaux de faiblesse musculaire des ceintures, c'est-à-dire une difficulté à se relever du sol, une difficulté à élever les bras, plus ou moins une atteinte des muscles oculaires, c'est-à-dire le ptosis, la paupière qui tombe, ou des difficultés à bouger les yeux. Oublie pas le micro. Ah pardon. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'autres diagnostics qui vont être évoqués devant une telle présentation. Par exemple, un diagnostic de myopathie congénitale pour lequel on peut avoir aussi une atteinte des muscles oculaires. Il y a bien sûr la myasthénie auto-immune qui a occupé beaucoup de ces journées et qui est une maladie qui, elle, est beaucoup plus fréquente que les syndromes myasthéniques congénitaux. Et donc le diagnostic différentiel, il va se faire dans une myasthénie auto-immune dans laquelle on ne trouvera pas d'anticorps, qu'on appelle séronégative. Et puis il y a toutes sortes d'autres types de myopathie aussi pour lesquels le diagnostic va être un peu difficile. Alors, en règle générale, quand on refait l'histoire, c'est toujours facile de refaire l'histoire une fois qu'on a posé le diagnostic. Quand on réinterroge bien la personne, en fait, on se rend compte que le plus souvent, des symptômes, il y en avait dès la petite enfance, ils sont passés inaperçus pour toutes sortes de raisons. Et véritablement, une apparition complète des symptômes à l'âge adulte arrive, mais plutôt exceptionnelle. Et donc, c'est vrai que c'est des patients, je vais vous montrer un cas tout à l'heure, voilà, d'un retard diagnostique majeur, mais bon, c'est des choses qui continuent d'être dans ces maladies neuromusculaires qui sont rares. Donc, en règle générale, quand on réinterroge des patients, on voit qu'il y a des signes passés inaperçus dans la petite enfance, par exemple le ptosis. Par exemple, ça peut être des personnes qui ont été opérées étant enfants, comme pour la jeune fille dont tu parlais. Des difficultés à bouger les yeux qui ne sont pas expliquées, des petites difficultés, par exemple, à pratiquer le sport enfant, une fatigabilité. En fait, la fatigabilité, c'est un symptôme qui est tellement vague que ce n'est pas toujours facile et pas toujours facile de le raconter aux autres. Et donc, le plus souvent, quand on reçoit ces patients qui ne sont pas diagnostiqués chez les enfants, le plus souvent, ils nous sont adressés pour une suspicion de myasthénie auto-immune séronégative. Alors là, voilà, je voulais partager par exemple le dernier patient que j'ai diagnostiqué, qui est
un patient qui est originaire des Comores, qui est le seul de la famille à avoir eu ces symptômes et qui, dans la petite enfance, avait déjà un ptosis, une difficulté à bouger les yeux, une fatigabilité des 4 membres. Il n'avait pas le même accès aux soins que celui qu'on peut avoir en France. Et donc, il nous était adressé parce qu'il avait déjà eu tout un bilan avec des enzymes musculaires qui étaient normales, une imagerie musculaire qui est normale. Alors, c'est vrai que dans les myopathies génétiques, en général, l'imagerie musculaire, elle n'est pas normale, mais dans les syndromes myasthéniques congénitaux, comme ce n'est pas le muscle qui est atteint, mais en fait une fonction de jonction entre le nerf et le muscle, l'imagerie musculaire est en règle générale normale. Il avait un électroneuromyogramme normal, mais en fait, l'électromyogramme n'avait pas étudié la jonction entre le nerf et le muscle, donc il pouvait être normal. Et puis une biopsie musculaire qui ne retrouvait rien de particulier. Et en fait, il avait quand même cette atteinte oculomotrice qui était très particulière. Et donc, à l'électromyogramme, il y avait un décrément significatif, comme vous l'a montré Françoise tout à l'heure, qui a permis de poser le diagnostic avec ensuite, au test génétique, la mise en évidence d'une mutation qu'il avait à l'état hétérozygote dans le gène CHRNE. Je te laisse là. Alors, comment fait-on le diagnostic? Donc, il y a une stratégie diagnostique. En tout cas, il y a un certain nombre d'étapes. Le but du diagnostic, ça va être aussi d'écarter les diagnostics différentiels. Alors, Emmanuel l'a dit, effectivement, sur le patient adulte, il y avait d'autres diagnostics qui étaient compatibles. C'est le cas aussi en pédiatrie, où un des signes dans les formes précoces, ça peut être aussi l'hypotonie, dont finalement la fréquence est assez importante dans les maladies, dans les problèmes neuropédiatriques, et souvent la cause neuromusculaire est assez rare. Finalement, les causes d'hypotonie, c'est plutôt d'autres diagnostics. Donc il faut essayer de repérer, finalement déjà, essayer d'identifier déjà les symptômes qui évoquent, qui orientent vers une pathologie musculaire. C'est pas toujours facile chez les tout petits en période néonatale. L'histoire familiale n'est pas toujours informative dans le sens où l'hérédité est la plupart du temps autosomique récessive, et donc il n'y a pas forcément d'autres cas dans la famille qui peuvent orienter le diagnostic. On va être orienté par une pathologie à présentation musculaire, fluctuante, de début précoce, donc néonatale ou infantile. Donc ça, ce seront les points d'appel cliniques. Et ensuite, ça va être l'électromyogramme dont on a parlé tout à l'heure, qui va mettre en évidence, en tout cas qui va tenter de mettre en évidence l'anomalie de neurotransmission. Alors on va rappeler mais rapidement les 2 techniques qui sont possibles. On va rechercher effectivement les anticorps, et on va vérifier que les anticorps spécifiques des myasthénies, principalement les anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine ou anti-MuSK, sont négatifs, puisqu'il n'y a pas d'anticorps de myasthénie auto-immune dans les myasthénies congénitales. Alors la réponse au traitement ou le test thérapeutique peut être aussi un élément qui confirme, ou en tout cas qui apporte des éléments pour renforcer le diagnostic. Alors là, sur cette photo, on voit une dame qui a bénéficié d'un test thérapeutique au tensilon ou un équivalent, avec un ptosis à gauche très marqué et une réponse au traitement après l'introduction du médicament qui permet de lever partiellement son ptosis. Donc c'est un élément qui peut permettre de renforcer l'hypothèse diagnostique. Et une fois qu'on a suffisamment d'arguments, d'éléments qui vont dans le sens d'une possible myasthénie, et en particulier congénitale, on va aller à l'étape génétique, c'est-à-dire rechercher une mutation dans un des gènes connus de myasthénie congénitale. Alors la biopsie musculaire, on ne la fait pas systématiquement. Elle peut identifier parfois des anomalies qui sont pas forcément très spécifiques. Donc ce n'est pas forcément un élément, en tout cas en pédiatrie, que l'on utilise comme élément diagnostique. On fait plutôt effectivement l'électromyogramme et la génétique en première intention. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur la biopsie musculaire. Non. Chez l'adulte, c'est vrai qu'on est plus dans le contexte du diagnostic différentiel, c'est-à-dire que
plutôt pour rechercher d'autres maladies qui peuvent être confondues avec le syndrome myasthénique congénital, mais c'est vrai que ça ne va pas être forcément un argument majeur, enfin, sauf avec des techniques extrêmement comment dire, élaborées, un élément qui va porter... Oui, je me permets d'intervenir. Bon, un des pièges que nous, on a beaucoup rencontrés pour l'électromyogramme, c'était des patients qui avaient eu un électromyogramme qui révélait un syndrome myopathique et on n'est pas allé jusqu'à la recherche de décrépant. Et ça nous a trompés longtemps. Donc je crois que maintenant l'idée, c'est tellement important chez des patients qui ont cette atteinte musculaire ancienne de rechercher et de ne pas s'arrêter et ont effectivement un syndrome myopathique myogène, de rechercher un trouble de la transmission. Ça doit être quasi systématique, même s'il n'y a pas de fluctuation nette. Ça, pour nous, ça nous a permis de corriger je ne sais pas combien d'erreurs diagnostiques. Il reste 10 minutes. 10 minutes, bon, on va accélérer. Donc, on a parlé de l'électromyogramme tout à l'heure qui permet de révéler l'anomalie de la neurotransmission. On va essayer d'identifier un certain nombre de patterns qui vont nous orienter sur finalement l'atteinte et la localisation de l'atteinte au niveau de la jonction neuromusculaire. On peut identifier des signes d'hyperfonction de la jonction neuromusculaire avec ces doubles réponses qui vont spécifiquement nous orienter vers certains gènes comme le canal lent par exemple. On va mettre en évidence cette anomalie de neurotransmission avec le décrément et puis parfois on peut mettre en évidence un autre pattern avec des amplitudes musculaires de faible, enfin des réponses musculaires de faible amplitude. Mince, pardon. Bon, je ne sais pas comment on revient en arrière. Donc on peut identifier des réponses musculaires de faible amplitude qui augmentent après stimulation répétitive à haute fréquence. Merci. Ou après effort musculaire. Et donc là, ça va nous orienter plus spécifiquement vers une atteinte présynaptique. Alors, en pédiatrie, l'étude la recherche de décrément par stimulation nerveuse répétitive n'est pas toujours bien tolérée. Donc, une autre alternative, ça va être de rechercher cette anomalie du jitter dont on a parlé tout à l'heure, avec l'avantage que la sensibilité est meilleure, en tout cas en pédiatrie, que la recherche de décrément. Par contre, la spécificité est un peu moins bonne pour les syndromes myasthéniques congénitaux, puisqu'on peut retrouver des anomalies du jitter dans d'autres pathologies neuromusculaires non myasthéniques. Je vais vous parler brièvement un peu du test génétique, parce que donc, certains d'entre vous ont dû avoir des recherches. Alors ça dépend un peu à quel moment. En fait, avant qu'il y ait ce qu'on appelle le séquençage à haut débit, on s'aidait de la clinique, du mode de transmission et de l'électromyogramme pour guider le gène, et on testait gène par gène. Alors ça pouvait prendre des années. Et puis maintenant, en première intention, en fait, on réalise ce qu'on appelle un panel de gènes, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va étudier un certain nombre de gènes, ce qu'on appelle un exome ciblé, c'est-à-dire des séquences codantes de l'ADN qui ciblent des gènes qui sont connus dans les syndromes myasthéniques congénitaux. Et puis, si jamais on ne trouve pas, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une étude de génome en plateforme de séquençage à très haut débit, pour lequel on a un accès en routine clinique maintenant depuis 2 ans, et pour lequel les délais de rendu diagnostic sont encore très importants. Donc ça peut un peu vous expliquer aussi parfois pourquoi vous dites mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils attendent, pourquoi est-ce qu'ils ne me rendent toujours pas mon résultat. Et c'est vrai que plus on étudie largement l'ADN, c'est-à-dire qu'avant, si vous testez un seul gène, vous ne trouvez rien dedans, vous l'avez bien ciblé, mais en fait, plus vous ratissez large, par exemple, si vous faites tout un génome, vous allez retrouver plein de variants dans des gènes qui n'ont peut-être pas de signification particulière, et vous allez être notamment obligé de demander à avoir l'ADN des membres de la famille, notamment ceux qui ne sont pas atteints, pour pouvoir faire le tri dans ces variants. Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais juste vous montrer très rapidement comment ça se passe, en fait. Donc, on va d'abord générer, on va prendre l'ADN, on va couper l'ADN en petits morceaux, générer des données de séquençage. Je passe sur toutes... ça, c'est toutes des étapes machines où on va aligner les séquences d'ADN, etc. Je passe assez rapidement là-dessus.
Et puis ensuite, une fois qu'on a aligné l'ADN, eh bien, on va retrouver des variants auxquels on va mettre des notes. Est-ce qu'il est retrouvé souvent? Est-ce qu'il a déjà été rapporté dans d'autres familles, etc. Et ensuite seulement, on va se dire, est-ce que ce variant, il a l'air d'être pathogène, responsable d'une maladie? Et enfin, on va dire, est-ce que c'est compatible avec ce qu'on a retrouvé dans cette famille? Donc c'est ce qui vous explique que parfois les rendus de résultats, ils sont longs, difficiles et compliqués. Encore une fois, donc, le mode de transmission est le plus souvent autosomique récessif, c'est-à-dire qu'il faut avoir une mutation sur chacun des 2 gènes pour être atteint, mais il y a aussi, par exemple, dans le syndrome du canal lent, une transmission autosomique récessive, c'est-à-dire quand on a une mutation sur un des 2 gènes, on est atteint. Et puis, il y a aussi des gènes qui sont un peu bizarres, puisque tantôt, selon les mutations, ils peuvent être autosomiques récessifs ou autosomiques dominants. Je ne détaille pas, si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Alors, on en a parlé rapidement. Il peut y avoir des difficultés effectivement à établir le diagnostic. Alors d'une part parce que voilà, les signes cliniques ne sont pas toujours facilement repérables, en particulier chez les plus jeunes. L'âge de début des symptômes, on a dit, c'était plutôt pédiatrique, très précoce, mais parfois un petit peu plus tardif. Et dans ces cas-là, d'autres pathologies peuvent être évoquées en première intention. Cette notion de fluctuation, de poussée, qui est quand même assez commune aux myasthénies, quelles qu'elles soient, n'est pas toujours exprimée ou visible de manière très évidente dans les myasthénies congénitales. Le caractère récessif de ces syndromes, ou en tout cas de la plupart de ces syndromes, fait qu'il n'y a pas toujours de cas familiaux qui nous orientent. Il faut savoir aussi que dans certaines formes de myasthénie congénitale, les traitements ou les tests thérapeutiques ne sont pas concluants. Il faut savoir effectivement aller plus loin, en tout cas ne pas s'arrêter à un test thérapeutique négatif, en particulier lorsqu'on utilise les anticholinésterasiques, puisqu'ils peuvent ne pas fonctionner dans certains cas. Et puis, voilà, on a parlé de la biopsie musculaire qui n'était pas toujours, qui ne retrouve pas forcément d'anomalie spécifique en faveur d'une anomalie de la jonction et qui peut plutôt parfois orienter vers d'autres diagnostics. Et enfin, on l'a dit également, l'électromyogramme peut être normal et donc il ne faut pas récuser le diagnostic si l'électromyogramme est normal. Parfois l'électromyogramme peut aussi révéler effectivement des anomalies myopathiques, parfois une neuropathie associée au syndrome myasthénique, donc il faut savoir prendre du recul par rapport à ces examens. Alors juste un petit mot sur, il faut distinguer donc, le syndrome myasthénique congénitale de la myasthénie auto-immune. Donc la myasthénie, je ne vais pas revenir là-dessus, on en a parlé, mais donc c'est une myasthénie auto-immune en lien avec une production d'auto-anticorps. Il n'y a pas de caractère génétique, ça peut arriver à tout âge. Et donc c'est quelque chose en fait sur lequel, quand on a un syndrome myasthénique congénital, il faut savoir communiquer avec les professionnels qui vont vous recevoir, parce qu'en fait, ils vont penser que vous avez une myasthénie auto-immune. La majeure partie des médecins et soignants ne connaissent pas le syndrome myasthénique congénital. Alors, on va parler aussi de la prise en charge. Donc, 4 minutes. Donc, les objectifs de la prise en charge, ça va être de réduire et de compenser les symptômes de la myasthénie, les symptômes moteurs qui ont un impact sur la vie personnelle, notamment la limitation des fonctions motrices, et puis maintenir une autonomie respiratoire et nutritionnelle. Aussi prévenir au maximum le risque de décompensation grave, notamment dans les formes apnéisantes, parfois spontanées, mais parfois aussi déclenchées par des infections. Donc on en parlera un petit peu, mais effectivement toute la protection, les vaccinations contre les infections évitables, ça reste important. Et en pédiatrie, un des objectifs, ça va être aussi d'accompagner au mieux le développement psychomoteur de l'enfant qui peut être ralenti ou perturbé par une atteinte motrice lorsqu'elle est sévère ou une atteinte des autres fonctions et en particulier bulbaire, avec l'objectif aussi global de faciliter l'inclusion, que ce soit familiale, sociale, scolaire et professionnelle.
Je parle de l'inclusion familiale parce que dans certaines formes de myasthénie très précoces, pour lesquelles il y a un retentissement très important au niveau respiratoire, nutritionnel, etc., ça peut être des besoins de médicalisation très importants qui sont parfois difficilement compatibles avec une vie de famille, au moins dans les premières semaines de vie. Alors, en termes de suivi et de rééducation, donc le diagnostic et le suivi généralement va être coordonné entre le centre de référence et le médecin traitant. Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement, une personne évoquait les difficultés pour contacter son médecin, son neurologue, mais c'est quand même important, et je pense qu'on le fait quand même tous, de faire du lien avec le médecin traitant. Il y a des formations qui sont proposées. Nous, personnellement, on invite les équipes soignantes libérales à venir aussi à l'hôpital pour nous rencontrer et discuter de ces pathologies rares, etc. En pédiatrie, il peut y avoir besoin de prise en charge de rééducation. Alors, elle peut être organisée en libéral avec le kiné, on va au cabinet du kiné, mais il y a aussi des structures médico-sociales comme les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, ou les CESAD, qui sont des services de soins à domicile pour lesquels la rééducation va être coordonnée dans une même unité de lieu. Alors le CAMS, les patients vont au CAMS faire leur séance de rééducation. Le CESAD intervient sur le lieu de vie, c'est-à-dire à l'école ou à la maison, avec le kiné, l'ergothérapeute qui intervient à la maison, donc ça peut être facilitant. Si les besoins de rééducation sont plus importants, il peut exister aussi des établissements médico-sociaux qui peuvent à la fois assurer le suivi médical, le suivi de rééducation et la scolarité. Il existe des différents programmes d'ETP, j'en ai relevé un, mais il en existe d'autres, dont à Marseille. Ça. Et puis pour le milieu adulte, ça je te laisse plutôt dire CAP emploi, je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais après pour les adultes, il y a l'accompagnement effectivement qui se fait avec les référents parcours santé de la FM Téléthon. Ah oui, éducation thérapeutique du patient, oui, on pourra vous en dire un petit mot si vous voulez. Peut-être qu'il faut qu'on mette un peu le turbo, je crois. Bon, globalement, ça concerne sans doute plus la pédiatrie. Il peut y avoir des besoins de rééducation qui sont un peu globales, qui font intervenir de la kinésithérapie respiratoire, notamment lorsqu'il y a une atteinte des muscles respiratoires, un risque d'encombrement, d'infection respiratoire, etc. Ça peut être de la psychomotricité pour aider, faciliter le développement psychomoteur, et en particulier ce qu'on appelle les niveaux d'évolution motrice. Ça peut être de l'ergothérapie pour compenser ou pour mettre en place des outils pour compenser une gêne motrice, et en particulier à l'école des difficultés graphiques avec l'utilisation de matériel adapté, voire d'un outil informatique. Ça peut être de l'orthophonie lorsqu'il y a des difficultés de phonation, de déglutition, essentiellement. Dans les prises en charge non pharmacologiques, pour certaines formes de myasthénie, on peut avoir besoin de mettre en place des aides ventilatoires, donc une ventilation non invasive ou parfois une ventilation sur trachéotomie. Alors c'est rare, mais ça peut arriver dans certaines formes. Une prise en charge nutritionnelle également dans les formes bulbaires pour lesquelles le nourrisson a une autonomie alimentaire qui n'est pas suffisante. Et puis voilà pour les principes de prise en charge. Alors après, ça dépend effectivement de la sévérité de la myasthénie, des besoins de l'enfant. Évidemment, tout ça, c'est pas systématique, mais c'est adapté aux besoins. Si vous voulez, on pourra y revenir au moment des questions, mais globalement, en fait, le type de traitement qui va être proposé aux personnes qui ont des syndromes myasthéniques congénitaux va dépendre un peu du gène et de sa localisation. Est-ce qu'il est plutôt dans la partie postsynaptique, présynaptique? Donc, en fait, il va y avoir, par exemple, vous allez avoir des médicaments comme, par exemple, le Mestinon ou la 3,4-diaminopyridine que vous connaissez peut-être sous le nom de Firdaps, qui vont avoir tous les deux, en fait, comme modalité d'action, d'augmenter la quantité d'acétylcholine qui va être disponible dans la fente synaptique. Vous allez avoir aussi, par exemple, la fluoxétine et la quinidine, eux, qui vont permettre, en fait, de
de maintenir le canal ouvert et de réduire le temps d'ouverture du canal. Et puis vous avez d'autres molécules comme l'éphédrine par exemple et le salbutamol qui eux ont plutôt pour efficacité de stabiliser la jonction neuromusculaire et par exemple de favoriser le regroupement des récepteurs acétylcholine. Donc en fait ce sont vraiment des molécules qui jouent, alors qui ne sont pas des molécules immunosuppressives comme on utilise dans la myasthénie auto-immune, mais qui sont vraiment des médicaments qui tendent à stabiliser la jonction neuromusculaire. Alors, on va finir là sur 2 points. D'une part, les situations d'urgence. Donc, les situations d'urgence, ce peut être les décompensations respiratoires à l'occasion d'une infection. Alors bon, il y en avait une qui était relativement à la mode récemment, le Covid, la grippe. Et donc, il faut vraiment prévenir ces situations, notamment en connaissant les médicaments qui sont contre-indiqués et susceptibles d'aggraver le fonctionnement de la jonction neuromusculaire. Connaître les signes d'alerte qui font suspecter qu'on commence à être moins bien sur le plan respiratoire. Et puis, éviter des facteurs comme par exemple se faire bien vacciner pour éviter d'avoir une grippe, une infection pneumococcique et surveiller les facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'une poussée. Il y a quelque chose aussi dont on pourra parler plus amplement si vous le souhaitez, c'est la période de la grossesse qui, chez les femmes qui ont un syndrome myasthénique congénitaux, peut être une occasion d'aggravation de la maladie. Donc il y a plusieurs questions à se poser. Le risque de transmission de la maladie, est-ce que j'ai un risque de transmission? Quels traitements sont autorisés pendant ma grossesse? Comment est-ce que je peux accoucher? Donc on préconise vraiment pour les grossesses de ces patientes un suivi très rapproché, parfois la mise en place d'une ventilation non invasive de façon préventive pour éviter les décompensations. La péridurale et l'accouchement par voie basse, en règle générale, sont tout à fait possibles et on préconise quand même une maternité qui a une réanimation sur place. Je crois qu'on a terminé plus ou moins. Tiens. Oui, alors rapidement, effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser sur l'organisation de la vie quotidienne. Alors, chez les plus petits, ça va être finalement de définir le lieu d'accueil de la petite enfance. Alors parfois c'est à domicile. Ça peut être parfois un peu compliqué de trouver une place en crèche parce que souvent les équipes peuvent être inquiètes, notamment du risque de décompensation. Après, il existe d'autres structures d'accueil de la petite enfance qui peuvent être plus adaptées à des enfants qui nécessitent un suivi, une surveillance un peu spécifique, comme des jardins d'enfants spécialisés, mais qui ont plutôt tendance à disparaître ou qui sont amenés à disparaître. La scolarité, dans la grande majorité des cas, se fait en milieu ordinaire, parfois adapté avec un PAI, un plan d'accueil individualisé lorsqu'il y a besoin d'administrer des médicaments sur le temps scolaire. Il peut y avoir besoin de personnel qui aident l'enfant, soit dans les apprentissages, mais c'est assez rare, ou parfois juste dans le quotidien et dans la logistique, s'il y a des difficultés à se déplacer, donc avec une auxiliaire de vie scolaire. Ça peut être aussi adapté à la scolarité avec un environnement scolaire qui est plus favorable, en tout cas pour lequel l'enfant va avoir plus de temps pour se préparer, plus de facilité comme des dispositifs Ulysse. Les activités physiques sont recommandées, mais il faut savoir gérer la fatigabilité. Il faut pouvoir adapter l'effort, et en particulier à l'école, c'est pas toujours facile, notamment lorsqu'on arrive au lycée où les épreuves sportives sont notées et sont notées pour le bac en particulier. Importance de l'observance des médicaments, effectivement, pour éviter les ruptures de traitement qui peuvent favoriser le risque de décompensation. Et puis, effectivement, faire reconnaître cette difficulté au travail par des aménagements spécifiques en lien avec le handicap. Et donc, en conclusion, effectivement, les syndromes myasthéniques congénitaux sont des maladies rares, globalement peu connues, mais c'est des pathologies qui sont de mieux en mieux quand même décrites et caractérisées, en tout cas dans les centres de référence avec les médecins qui sont amenés à suivre ces patients.
Des éléments diagnostiques effectivement qui sont communs entre la myasthénie auto-immune et la myasthénie congénitale, mais une physiopathologie qui est totalement différente. L'importance effectivement du conseil génétique est de bien préciser les modes de transmission de ces pathologies génétiques. Et puis le mot de la fin, effectivement, c'est de bien connaître sa maladie pour limiter au maximum les complications évitables. Et voilà, les vaccinations restent aussi des éléments importants. Je crois qu'on a fini. J'avais une question sur la carte de myasthénique. Il y a une carte de myasthénique avec les médicaments à éviter. Est-ce que pour les SMC, c'est la même carte? Est-ce que ce sont les mêmes médicaments? Oui. D'accord, il n'y a pas de différence? Non. D'accord. C'est-à-dire ce sont les médicaments qui jouent sur la jonction neuromusculaire. Donc, voilà. J'avais une autre question sur les différentes formes oculaires, bulbaires et myopathiques. Est-ce que c'est relié aux gènes ou est-ce que c'est pas spécifique aux gènes des différents gènes? Si, il y a quand même. Alors, il n'y a pas de corrélation stricte, mais par exemple, les gènes qui donnent des apnées, maintenant, ils sont bien connus, si vous voulez. Donc, il y a quand même des gènes qui vont quasiment exclusivement donner ces formes-là. Après, il y a quand même des recoupements, c'est pas non plus à couper au couteau, mais par exemple sur les apnées, il y a le gène de la cholinacétyltransférase qui est maintenant bien connu, et en période néonatale, c'est quasiment le seul signe. Donc il y a d'autres gènes comme ça. Donc oui, c'est lié aux gènes quand même. Dernière chose, vous avez parlé de l'atrophie des fibres de type 2. Donc moi, je connais dans mon cas, moi. Est-ce que c'est spécifique à certains gènes aussi? Ou est-ce que ça arrive un peu partout? On ne sait pas trop pourquoi. Alors, je ne saurais pas vous dire précisément. Je ne pense pas que ce soit lié aux gènes. Je pense que c'est un marqueur d'anomalie musculaire, mais il n'est pas spécifique à ma connaissance. Non, très clairement, ce n'est pas spécifique. Ceci dit, c'est très important. C'est vrai que c'est fréquent dans beaucoup de syndromes myasthéniques congénitaux que la prédominance 1, la formule, c'est prédominance 1 atrophie 2. Comme on vous l'a expliqué, un des diagnostics différentiels principaux, c'est une myopathie congénitale. Donc, devant une prédominance 1, c'est un marqueur qu'on voit dans beaucoup de myopathies congénitales. Et le fait d'avoir en plus l'atrophie de ces fibres 2, là, c'est un argument pour se dire « Ah, ça pourrait être un syndrome myasténique congénital ». Ce n'est pas spécifique, mais c'est fréquent dans les syndromes myasténiques congénitaux. Et c'est un bon marqueur parce que dans les myopathies congénitales vraies, on a rarement cette formule prédominance 1, oui, quasiment tout le temps, mais par contre, atrophie 2, non. Mais chez le même patient, bien entendu. Donc ça, quand on a prédominance 1, atrophie 2, chez un patient chez qui on cherche une myopathie congénitale, par exemple, on se dit « Ah, est-ce que ce n'est pas un syndrome myasthénique ?» Et tout de suite, il faut faire l'exploration de la transmission neuromusculaire. Mais ce n'est pas spécifique d'un syndrome, d'un gène. Et c'est vrai que c'est un domaine où la recherche est absolument essentielle pour beaucoup de choses. D'abord, vous verrez, donc je n'aborderai pas tous les sujets, mais ne serait-ce que par exemple pour déterminer de nouveaux syndromes myasthéniques congénitaux pour lesquels le gène n'est pas connu. Il y en a encore à peu près 20% de patients pour lesquels le gène n'est pas connu. Ça, c'est de la recherche finalement, d'abord génétique, et ensuite, quand on trouve un nouveau gène, c'est extrêmement exigeant parce qu'il faut démontrer que l'anomalie moléculaire que vous avez explique bien le syndrome myasthénique. Donc, en général, c'est une publication scientifique de haut niveau. Vous devez avoir toute une série de méthodes de preuve, des modèles animaux, etc. Donc, ça, c'est un des aspects. Mais vous verrez, il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, c'est simplement pour vous rappeler où on en est au point de vue des syndromes myasthéniques congénitaux. Et j'attire l'attention. Alors, il y a quelque chose pour... voilà. Ah, voilà, vous voyez que on parlait bien sûr de les différents étages et que dans les dernières années, et très récemment en particulier, il y a des localisations de gènes qu'on ne pensait pas du tout être impliqués. Par exemple, des gènes des noyaux.
Les gènes des noyaux, on savait que dans d'autres myopathies, les nucléopathies, bien entendu, les gènes des noyaux étaient l'hémérine, l'alamine, etc. Et bien maintenant, on sait que ça peut donner des syndromes myasthéniques congénitaux. Vous voyez, ça, c'est tout nouveau. Le collagène, on savait que les maladies du collagène, c'était surtout le collagène 6 qui donne des dystrophies musculaires congénitales. Eh bien, on sait maintenant que certains collagènes donnent des syndromes myasthéniques congénitaux. Donc, vous voyez, ça, il y a vraiment une extension de la connaissance dans ce domaine. Également pour des cadres qui sont connus comme les enzymes de glycosylation, c'est-à-dire qui permettent d'activer en apportant des sucres, notamment le récepteur d'acétylcholine, eh bien, il y a des nouveaux gènes dans cette famille-là qui sont décrits. Donc ça, c'est à la fois du diagnostic, mais c'est de la recherche également. Alors, ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est quelques exemples. Et on vous a parlé tout à l'heure de cette voie qui est absolument essentielle, qu'on appelle la voie agrine, LRP4, musc, doxète, rhabsine, qui joue un rôle absolument majeur dans la mise en forme, la pérennité de la synapse, la production de récepteurs d'acétylcholine. Bon, eh bien, il y a toute une série de gènes qui sont en cause, les principaux étant d'ailleurs doxète, les plus fréquemment impliqués, doxète et la rhabsine. Mais vous allez voir que dans les derniers temps, même sur des cas très rares, on a appris énormément de choses. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça peut vous paraître... j'ai essayé de bien vous expliquer les choses parce que c'est à propos, pour le coup, de quelques cas, mais ça a une importance physiopathologique vraiment énorme. Parmi ces gènes, on avait le gène LRP4. Donc, on vous en a parlé tout à l'heure. Le gène LRP4, c'est un gène, c'est une molécule LRP4 qui est le récepteur de l'agrine libéré par le nerf et qui va activer MuSK. Bon. Jusqu'à présent, il y avait quelques mutations très rares de patients qui pouvaient avoir une mutation. En général, on vous a dit que c'était récessif, donc deux mutations de ce gène. Bon, on les décrivait, on savait, bon, je disais, ben oui, ça peut exister, c'est très rare. Et récemment, notre équipe, pour dire qu'il faut s'intéresser toujours aussi aux données cliniques, on a été amené à voir, alors c'est un cas unique, mais une fois de plus, l'importance dans la compréhension de beaucoup de pathologies associées est essentielle. Ce patient, qui était le 4e décrit avec ce gène, qui était une patiente d'ailleurs, avait depuis la naissance un aspect malformatif des pieds, c'est-à-dire un développement des pieds tout à fait anormal, des orteils qui ne s'étaient pas développés. C'était vraiment une pathologie du développement des extrémités, donc très loin de ce qu'on a dans un syndrome myasthénique. Et puis cette patiente, en fait, à partir de l'âge de 19 ans, elle a commencé à développer une fatigabilité musculaire qui a fait penser à un syndrome myasthénique parce qu'en fait, on a pu démontrer effectivement qu'elle avait un trouble de la transmission neuromusculaire. Et donc, on se retrouve par rapport à une association très particulière parce que cette anomalie des extrémités, notamment, vous voyez, des mains et des pieds, c'était connu depuis très longtemps. C'était un syndrome, ce n'était pas les neurologues qui connaissaient ça, peut-être plus les pédiatres, qu'on appelle le syndrome de Senani-Lenz, peu importe le nom si vous voulez, qui mettait l'accent sur l'anomalie de développement des extrémités. Et bien là, on avait donc les deux, on savait que le gène LRP4 pouvait être impliqué dans ce syndrome-là, mais les patients qui avaient été décrits n'avaient pas de syndrome myasthénique. Et à l'inverse, les 3-4 patients qui avaient été décrits avec un syndrome myasthénique n'avaient pas du tout cette anomalie de développement des extrémités. Là, le point important, c'est qu'on a pu comprendre pourquoi. Eh bien, c'est que cette molécule LRP4, que vous voyez là, bon, je reviens en arrière, pardon, cette molécule,
elle est impliquée dans deux voies. Une voie qui est celle de la neurotransmission avec l'activation de Musk, mais il y a une autre voie qui est la voie Wnt dont on vous a dit tout à l'heure, on vous en a parlé tout à l'heure, et cette voie Wnt, elle est essentielle dans le développement de ces syndromes de mauvaise organisation du développement des extrémités. Et là, c'est une patiente, bon, on peut se dire probablement la première au monde, c'est pas pour la beauté du cas, mais ça montre que finalement, sur le plan physiopathologique, eh bien, ça dépend d'ailleurs de la localisation exacte de la mutation sur le gène. Selon que sur ce gène, on a une localisation particulière, ça ne donne que le syndrome myasthénique. Une autre localisation, ça ne donne que cette anomalie d'organisation des membres. Et puis, certaines localisations peuvent donner les deux. Donc, vous voyez, même si ça paraît, une fois de plus, quelque chose d'un petit peu rarissime, ça a permis d'unifier la compréhension de deux pathologies qui paraissaient différentes et qui sont médiées par la même voie. Donc, vous voyez, ça, c'est extrêmement important. Pour cette patiente, d'ailleurs, on l'a traité son syndrome myasthénique, elle a été améliorée. On n'a rien pu faire, évidemment, sur ses extrémités, mais vous voyez le type de nouveauté très, très intéressante qu'on peut avoir. Comme autre exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des nucléopathies. Eh bien, nos collègues anglais, notamment l'équipe d'Oxford, qui est très très compétente dans le domaine des syndromes myasthéniques congénitaux, avaient décrit des patients. Alors comment les ont-ils trouvés? Par des analyses génétiques. On a tous des patients qui ont des syndromes myasthéniques congénitaux qui ne sont pas, pour lesquels on n'a pas de gène. Donc on va faire des études très très systématiques avec des exomes, on vous a expliqué, et on est tombé sur un gène, le gène torsine A interactine protéine 1, qui code pour une protéine du noyau qu'on appelle, la protéine LAP1. Et cette protéine, elle est très voisine et elle interagit avec une autre protéine qu'on appelle la lamine. Et la lamine, c'est une molécule dont le déficit est à l'origine d'une myopathie rétractile avec atteinte cardiaque qu'on appelle la maladie d'Emery-Dreifuss ou les laminopathies. Il y a deux gènes, peu importe, mais qui donnent un tableau très particulier de dystrophie musculaire qui commence à l'adolescence avec des rétractions au niveau des coudes, au niveau de la colonne vertébrale, le cou bloqué, et les chevilles, et une atteinte cardiaque. Eh bien, un petit nombre de ces patients ont en plus un syndrome myasthénique congénital. Et quand on étudie ces patients, on s'aperçoit que la molécule impliquée, donc, elle est dans le noyau, très voisine de la lamine. Donc on peut se dire, mais il va y avoir des points communs avec le syndrome d'Emery-Dreifuss. Et vous allez voir, notamment ces rétractions, que c'est bien le cas. Alors, ces études ont montré sur quelques patients que les noyaux sont... D'abord, quand on étudie cette molécule LAP1 sur les noyaux avec des anticorps, ces patients, ils n'ont plus cette protéine dans les noyaux. Ils ne la produisent plus, vous voyez. Ça, c'est un contrôle. On voit en vert la protéine qui est dans le noyau. Chez le patient, il n'y en a plus. Quand vous regardez en microscope électronique, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les noyaux sont complètement anormaux, ils sont complètement indentés. Bon. Donc, alors là, on peut se dire, c'est intéressant parce que finalement, c'est aussi une forme frontière. Le même gène peut donner une dystrophie musculaire particulière et un syndrome myasthénique congénital. C'est rare, mais c'est intéressant. Alors, il y a eu une autre série de patients qui ont été rapportés par Eduardo Malfatti. Et quand... alors, on pourrait se dire, là, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça va avoir en pratique? Eh bien, en pratique, on intègre ce nouveau gène. Alors, on l'intègre d'abord dans les panels de syndrome myasthénique congénitaux. À chaque fois qu'il y a un nouveau gène connu, le généticien qui fait l'étude des gènes va rajouter ce nouveau gène. Eh bien, moi, j'ai été... Alors, pour vous dire, là, quand la maladie associée à ce gène, qui est la maladie musculaire, qui n'est pas la myasthénie, ça ressemble beaucoup à un Emery-Dreifuss. Là, on est dans une dystrophie musculaire avec atteinte cardiaque. Vous voyez bien que là, ces patients n'ont pas de syndrome myasthénique, mais ils ont une myopathie rétractile avec l'atteinte cardiaque dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc ça, c'était connu avant qu'on connaisse le syndrome myasthénique congénital associé à ce gène. Donc vous voyez que, une fois de plus, ce gène peut donner deux cadres cliniques, l'un beaucoup plus fréquent que l'autre, syndrome myasthénique étant plus rare, mais ça peut arriver. Moi, j'ai été amenée à voir, vous voyez, combien ça peut nourrir le clinicien qui s'intéresse à la génétique dans ce domaine-là. J'ai eu un patient que j'ai suivi pour un syndrome myasthénique, alors rare parce qu'il s'est dépisté à l'âge de 40 ans par une atteinte respiratoire. Il avait une atteinte diaphragmatique majeure qui s'est décompensée. Un jour, on lui a fait une coronarographie pour une toute autre raison. Il a failli mourir sur la table d'examen puisqu'il devait être allongé. Vous savez, quand vous avez une atteinte respiratoire diaphragmatique, c'est très mauvais d'être allongé. Et à ce moment-là, on a pris conscience qu'il avait un syndrome myasthénique parce qu'en fait, il y avait depuis quand même, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami de Marseille, que depuis l'enfance, il était un peu moins bon en sport, ça ne l'a pas empêché d'être cariste, de porter des charges lourdes, en tout cas jusqu'au moment où s'est décompensée cette atteinte respiratoire. Et puis on a fait une étude de la jonction neuromusculaire, on s'est aperçu qu'il avait un syndrome myasthénique, mais on a étudié le panel, on n'a rien trouvé dans les gènes habituels. Et puis, j'avais remarqué en l'examinant qu'il avait une tête bloquée. Hein, il ne pouvait pas plier la tête. Qu'au niveau des doigts, il avait des rétractions, ce qui ressemble un peu à la maladie d'Emery-Dreyfus, ces syndromes rétractiles dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis voilà que son frère fait la même chose à 49 ans, lui, 49 ans, une détresse respiratoire qui le conduit d'ailleurs à Garches pour traiter une myasthénie, se décompensant par une crise myasthénique. Et là, on se dit, mais alors, ce n'était pas une myasthénie auto-immune, ce à quoi on avait pensé dans un premier temps pour le second frère. Et on me demande mon avis, je retourne revoir tout ce que je savais de ce patient et l'intérêt des photos. Vous voyez, beaucoup d'entre vous que j'ai vus, je les ai photographiés. Et pourquoi j'ai photographié, outre le fait de me les rappeler, c'est parce que ça note des éléments importants. Et je me suis dit, mais finalement, ils avaient une rétraction, tous les deux. Est-ce que ce n'est pas ce nouveau gène dont on avait décrit, ce gène taurin, est-ce que ce n'est pas cette pathologie-là? Et du coup, on est allé le chercher directement, et c'était bien cette pathologie-là. Donc, vous voyez, le fait que ce qu'on a appris par ce tableau qui donnait des myopathies rétractiles, ça nous sert à anticiper quand on voit des patients avec des tableaux curieux. Ça nous a permis d'aller le chercher tout de suite. C'est-à-dire qu'on l'a rajouté sur le panel et on l'a trouvé tout de suite. Alors, c'est rare. Le problème n'est pas de faire des beaux diagnostics. Le problème, c'est d'enrichir petit à petit la connaissance que l'on a chez ces patients par le biais de la biologie moléculaire, parce qu'en général, c'est parce que vous faites des études génétiques complexes, vous vous apercevez qu'il y a des pathologies qu'on ne connaissait pas bien, et puis on les apprend, on regarde leurs caractéristiques cliniques. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez que là, on est dans une pathologie frontière. Frontière, c'est-à-dire que cette maladie était décrite d'abord comme une dystrophie musculaire, et ça peut être un syndrome myasthénique congénital, et ça peut être les deux. Alors, parmi les formes frontières, il y a aussi les myopathies congénitales. On vous a expliqué que les syndromes myasthéniques congénitaux, ça peut être proche des myopathies congénitales, mais les myopathies congénitales, c'est des maladies purement musculaires, pas de la transmission neuromusculaire, dues à des gènes bien particuliers, le gène RIR par exemple, de la ryanodine que vous connaissez bien, qui donnent des formules histologiques à la biopsie très particulières. Vous voyez que ce qui permettait d'ailleurs en général de faire le diagnostic de myopathie congénitale, hein, c'est le cas par exemple de cette biopsie. Quand on voit ça avec cet enfant qui a ce tableau relativement précoce, qui varie peu, on se dit c'est une myopathie congénitale liée au gène RIR. Ce gène était un gène de myopathie congénitale, ce n'était pas un gène de syndrome myasthénique congénital. Eh bien, on s'est aperçu dans les dernières années que même ces gènes de myopathie congénitale peuvent être impliqués dans des tableaux avant tout de myopathie congénitale, mais pour lesquels il y a une fatigabilité importante, il y a une petite variabilité. Vous voyez que cet enfant, considéré comme une myopathie congénitale, le matin quand il se réveille, il ouvre plus les yeux. Pourquoi c'est important?
c'est que finalement, on s'est dit, il y a une dimension myasthénique dans cette myopathie congénitale, et donc on peut l'améliorer partiellement en donnant un anticholestérasique, ce qui est le cas. Donc vous voyez, maintenant, on a des entités qui étaient séparées, on peut les réunir, on sait que certains gènes peuvent être impliqués dans les deux types de pathologies, et l'implication, elle est surtout thérapeutique. C'est-à-dire que myopathie congénitale, on peut se dire, on ne peut rien faire. S'il y a cette dimension de fatigabilité, on ne va pas transformer les choses, mais on peut les améliorer. D'où la nécessité de faire une exploration, la jonction neuromusculaire chez tous ces patients, tout en leur demandant est-ce qu'il y a une fatigabilité en plus de votre faiblesse permanente. Bon, et ce domaine, vous voyez, ce qu'on appelle les formes frontières, alors je vais bien vous expliquer ce schéma, c'est le fait qu'on ait les syndromes myasthéniques congénitaux avec les gènes classiques de ces syndromes myasthéniques congénitaux, mais pour certains de ces gènes, ça peut donner d'autres myopathies. Alors, par exemple, certains de ces gènes peuvent donner des tableaux qui ressemblent à des dystrophies musculaires, y compris avec des CPK élevés, une formule histologique de biopsie musculaire. Je vous ai montré tout à l'heure l'exemple Emery-Dreyfus, mais vous avez des dystrophies des ceintures qui peuvent donner ça. Donc, vous voyez que ça a permis vraiment d'élargir le cadre, et ça, c'est très important. Dans les syndromes présynaptiques, alors, pendant très longtemps, on s'est dit c'est très rare. Il y avait l'anomalie, ce qu'on appelait le déficit en choline acétyltransférase qui donnait ces apnées soudaines dont on parlait, mais il n'y en avait pas d'autres. Et on s'est aperçu maintenant, au travers de toutes ces molécules, et on en décrit de nouvelles chaque année, que des molécules situées dans la terminaison nerveuse en présynaptique, eh bien, même si c'était rare, ça donne des syndromes myasthéniques congénitaux dans un certain nombre de cas. Et on peut classer, selon le fait que ça joue dans la resynthèse de l'acétylcholine, parce que l'acétylcholine, une fois qu'elle a été libérée, elle est resynthétisée pour repasser dans le nerf. Ça peut être au niveau des vésicules d'acétylcholine dans le nerf que les choses se passent, et puis ça peut se passer dans le transport axonal. Mais on s'est aperçu que finalement, il y avait toute une série de gènes impliqués. Alors, je vous donne un exemple. Ah, attendez, non, alors je ne l'ai peut-être pas, parce que j'ai voulu simplifier. Non, alors je reviens en arrière, parce que pour vous montrer combien c'était important. Il y avait des patients qui avaient un tableau qui ressemblait beaucoup au déficit en acétylchoestérase, c'est-à-dire ces apnées chez l'enfant très jeune, soudaines, brutales. Donc on se dit ça doit être ce gène-là. Et non, ce n'est pas ce gène-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a réuni tous nos patients dans le monde qui avaient ce type de syndrome et qui ne correspondaient pas aux gènes habituels. Et bien grâce à ça, on a pu définir d'autres gènes, mais qui intervenaient dans une chaîne très voisine. Par exemple, le transporteur de la choline, c'est un gène qui a été décrit avec ces patients, qui est très proche du gène de la choline acétyltransférase. C'est finalement le trafic de l'acétylcholine qui est resynthétisé. Et donc, vous voyez, comme ça, on a trouvé d'autres gènes. Toujours dans ces syndromes présynaptiques, je continue. On vous disait tout à l'heure que pour certains gènes, eh bien, on avait des traductions complètement différentes. Le même gène pouvait donner des tableaux qui n'avaient rien à voir. L'exemple, ça, c'est un des gènes présynaptiques, ce qu'on appelle le gène de la synaptotagmine. La synaptotagmine, c'est cette molécule qui est située là, au niveau de la vésicule, et qui va permettre d'ancrer la vésicule tout près de la terminaison du nerf pour libérer finalement l'acétylcholine. Eh bien, certains patients, avec ce gène-là, avaient des tableaux finalement qui ressemblaient à des Charcot-Marie, c'est-à-dire des tableaux très progressifs, de fonte musculaire des mollets et de pieds très atrophiés. Et ça, c'est connu en pathologie du nerf périphérique, on appelle des Charcot-Marie tous. On a d'ailleurs été un petit peu étonnés. Alors, ces patients avaient en plus un trouble de la transmission neuromusculaire, en l'occurrence. Vous voyez, pour un Charcot-Marie tous, ça, c'était pas habituel. Et ce même gène, eh bien, il a donné des tableaux chez l'enfant très jeune qui étaient complètement différents.
qui étaient des tableaux de syndrome myasthénique congénitaux ou de myopathie congénitale. Et c'est notamment un des patients qu'Arnaud a observé. Et quand on a étudié en fait les types de mutations, on s'est aperçu que c'était certes le même gène, mais ce n'était pas la même localisation, et les conséquences sur le gène n'étaient pas du tout les mêmes. Quand vous aviez le tableau très, je dirais, bénin et relativement tardif du Charcot-Marie, il y avait plutôt un gain de fonction, c'est-à-dire les mutations n'empêchaient pas le gène de fonctionner, il fonctionnait mal. Par contre, avec les mutations de ce même gène chez l'enfant, jeune, ça aboutissait à un non-fonctionnement complet. Le gène ne fonctionnait plus du tout. Donc vous voyez, et ça, on a cette explication pour beaucoup de gènes maintenant. Alors, un autre point, on parlait du professeur Fournier tout à l'heure, on a eu la chance de travailler, moi j'ai travaillé 20 ans avec Emmanuel, et on a pu étudier, Emmanuel a pu étudier plus de 100 patients, et on a pu faire des corrélations entre le type de gène et les anomalies qu'on a à l'électromyogramme. Alors on a toujours un décrément, un trouble de la transmission neuromusculaire, ce qui est très utile, je vous dis, il ne faut pas s'arrêter à une atteinte myopathique, il faut chercher le trouble de transmission. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Emmanuel a mis au point une tactique de l'examen électromyographique qu'on fait chez les patients myasthéniques. Alors, ce n'est pas applicable aux jeunes enfants, mais c'est applicable à partir de 5-6 ans, et bien sûr l'adolescent et l'adulte. Et selon ce que l'on retrouve, on peut faire une stimulation unique, on retrouve un aspect répétitif de la réponse, ça va orienter vers certains gènes. Après, on va chercher le décrément. Selon le territoire, c'est proximal ou distal, eh bien, on va pouvoir, avant la biologie moléculaire, avoir une idée déjà très précise du gène impliqué. Alors, on peut se dire, maintenant, on va chercher les gènes, c'est plus la peine. Mais ça reste très important parce que quand vous avez cette réponse multiple, qui veut dire qu'au fond, il y a un hyperfonctionnement de la transmission neuromusculaire, ça peut se voir dans deux cadres. Le déficit en acétylcholinéstérase ou le syndrome du canal lent. Quand vous trouvez ça, ça a une implication immédiate, c'est que ces patients vont être aggravés par les anticholinéstérasiques. Donc, il ne faut surtout pas leur en donner, car ils peuvent s'aggraver. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment un progrès très important. La thérapie. Alors, ce qu'on a appris avec la thérapeutique, c'est que le traitement va dépendre du gène impliqué. Ça ne sera pas toujours des anticholinéstérasiques, et même dans un certain nombre de cas, les anticholinéstérasiques pourront aggraver. Alors, un des progrès majeurs, ça a été, moi je l'ai vécu, dans les années 2008-2009, ça a été l'introduction du salbutamol et de l'éphédrine, c'est-à-dire de deux médicaments qui sont des bêta-2 agonistes. C'est Andrew Engel encore qui a mis en évidence ce bénéfice pour des patients pour lesquels on était très embêtés. On ne savait pas comment les traiter, ils étaient aggravés par les anticholinéstérasiques, et là, on les a améliorés de façon considérable. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pour le salbutamol? D'ailleurs, ce type de médicament, on le donne maintenant, les indications sont de plus en plus élargies, parce que même des syndromes myasthéniques congénitaux qui sont améliorés par les anticholinéstérasiques, la plupart quand même, bien souvent, avec le temps, la réponse diminue. Du fait qu'il y a ce qu'on appelle une synaptopathie, puisque c'est une maladie qui va se faire sur des dizaines d'années, de la naissance même, voire avant, au cours de la vie, et petit à petit, les jonctions neuromusculaires se détruisent. Eh bien, les bêta-2 stimulants, agonistes, permettent, et ça a été démontré dans les dernières années, de manière très précise, à partir de modèles animaux. On a pris des modèles animaux avec le même gène, COL-Q, par exemple, pour déficit d'acétylcholinéstérase, DOX7, c'est des souris DOX7, et on a étudié, on a la chance de les étudier tout au cours de leur vie, et on voit comment la maladie va se manifester au niveau de leurs jonctions neuromusculaires qu'on étudie en optique et en électronique. Eh bien, en leur donnant du salbutamol ou de l'éphédrine, on s'est aperçu que ça protégeait contre cette synaptopathie, et donc la jonction neuromusculaire ne se détruisait plus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça a permis de comprendre l'effet à long terme de ces médicaments, et finalement qu'on peut donner dans quasiment tous les syndromes myasthéniques congénitaux. Ce n'est pas dangereux, et ça protège sur le temps.
Par contre, ce qui reste mal compris, c'est pourquoi ça marche le plus souvent, et tant mieux, dès le premier mois. L'effet que je vous ai montré, c'est un effet qui se fait sur des années, cet effet protecteur. Là, le fait que ça agisse très vite, ça reste encore un peu mystérieux. Mais vous voyez, là, on a beaucoup mieux compris les choses. Alors, les nouvelles techniques, notamment les IPS, eh bien, on a envie de se dire, mais est-ce qu'on peut s'en servir pour les syndromes myasthéniques congénitaux, pour comprendre ce qui se passe chez un patient? Le mécanisme, c'est tellement plus facile de prendre une cellule sanguine et se dire d'un patient qui a tel syndrome myasthénique congénital et de se dire, bien, on va recréer du muscle et du nerf de manière artificielle et on va voir ce que la mutation donne. Eh bien ça a pu être fait, notamment par l'équipe de Claire Leguet. Et vous voyez que là, c'était un de mes patients, que je connais très bien, qui très gentiment a accepté de donner son sang pour qu'on prenne ses cellules sanguines. C'était un patient qui avait un déficit en acétylchoestérase. Et on a pu transformer par les IPS ces cellules sanguines en cellules musculaires, en cellules nerveuses. Et voilà ce qu'on a pu obtenir. Et l'idée, c'est d'étudier quelles sont les conséquences de la mutation dans ce système de cellules. Alors, ce n'est pas encore vraiment développé, c'était un des tout premiers exemples, mais ça vous montre que cette technologie des IPS peut être utile dans certains syndromes compliqués. Alors, j'ai presque terminé parce que je vais vous parler d'un projet qui est en train de se développer, qui est le projet butyrylcholinéstérase dans les syndromes myasthéniques congénitaux. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est la butyrylcholinéstérase? Je vous ai parlé de l'acétylcholinéstérase, qui est cette enzyme qui est située dans la membrane, qui est située dans la basale et dont le déficit est la cause de 10 à 15% des syndromes myasthéniques congénitaux, ce qu'on appelle le déficit en acétylcholinéstérase, qui est un syndrome myasthénique par hyperactivité. Qu'est-ce qui se passe dans le déficit en acétylchoestérase? Le patient ne va plus détruire le trop-plein d'acétylcholine qui est libéré lors de la transmission neuromusculaire. Et cette acétylcholine, elle est toxique. Si elle n'est pas détruite, normalement elle est détruite en partie, puis elle est resynthétisée. Si elle s'accumule, elle va abîmer avec le temps la jonction neuromusculaire. C'est pour ça qu'au départ, on se dit, mais c'est très bien finalement de ne pas avoir d'acétylchoestérase. C'est comme si on prenait des antichoestérasiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas que les patients en prennent. Mais petit à petit, ça va détruire. C'est comme un acide qui va détruire la jonction neuromusculaire. En fait, cette acétylcholinéstérase, elle a d'ailleurs plusieurs actions, et notamment, elle joue un rôle très important parce que l'acétylcholine, normalement, libérée au niveau du nerf, ça reste complètement dans à la jonction neuromusculaire. Et dans des conditions particulières, soit quand on prend des traitements anticholinestérasiques, soit dans les syndromes myasthéniques congénitaux, et notamment dans le déficit en acétylchoestérase, eh bien, il y a une fuite de l'acétylcholine dans la circulation et l'acétylcholine va avoir plein de fonctions qui ne sont pas des fonctions qu'on choisit. Alors, vous connaissez tous les effets des crampes quand vous prenez des antichoestérasiques. C'est le fait que l'acétylcholine va jouer sur la musculature digestive, etc. Ce n'est pas toujours agréable. On se dit c'est important pour le muscle, mais pour le reste, non. Bon, et donc, on s'est dit que cette fuite d'acétylcholine pouvait avoir un effet et expliquer certains signes dans des syndromes myasthéniques congénitaux. Alors là, il y a quelqu'un de très important, un neurobiologiste qui s'appelle Eric Kreischky, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est le premier qui a décrit la cause du déficit en acétylcholinestérase. En fait, c'est une molécule qui permet de supporter l'acétylcholinestérase, c'est une enzyme, mais elle est supportée par une espèce de queue collagénique qui soutient les unités catalytiques. Bon, peu importe, c'est lui d'ailleurs qui a décrit ce gène et qui a permis finalement de trouver les premiers syndromes myasthéniques congénitaux chez l'animal. Alors lui, il s'occupe surtout des modèles chez la souris. Vous savez que les scientifiques, c'est surtout les souris qui les intéressent pour comprendre les choses. Et qu'est-ce qu'Eric avait trouvé ? Il avait trouvé d'abord que les souris qui avaient un déficit en acétylchoestérase, certes, elles étaient paralysées comme les gens, comme les patients, mais en plus, il y avait plein de manifestations, une croissance qui n'était pas bonne, des troubles digestifs très importants, des troubles respiratoires, qui n'étaient pas dus, pour le coup, à la paralysie, mais probablement à la fuite de l'acétylcholine.
Et cette acétylcholine, alors je reviens à la diapositive précédente, quand elle fuit dans la circulation, il y a une enzyme qui est dans le sang, qui s'appelle la butyrylcholinéstérase, et qui vient détruire l'acétylcholine qui est libérée en trop dans le sang. Donc, ce que a montré Eric, il a fait plein de modèles de souris, et il a fait une souris qui avait certes le déficit en acétylcholinéstérase, donc qui faisait le syndrome myasthénique, mais il a trafiqué en plus une autre mutation qui annihilait la butyrylcholinéstérase qui avait ce rôle régulateur. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On fait varier, d'ailleurs à différents niveaux, on supprime complètement la butyrylcholinéstérase ou on la supprime à moitié. Et on s'aperçoit que lorsqu'on supprime la butyrylcholinéstérase, ces souris qui ont donc deux types de mutations, eh bien, finalement, elles sont beaucoup mieux. Elles sont beaucoup... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Quand on supprime la butyrylcholinéstérase, elles ont une maladie beaucoup plus grave. Ce qui veut dire que la butyrylcholinéstérase, qui elle est normale, c'est un autre enzyme, permet finalement de moduler, de faire en sorte que le déficit en acétylcholinéstérase chez la souris qui a déjà cette mutation-là, c'est moins grave. D'où le rôle de cette enzyme qui est présente notamment dans le sang. Donc ça, c'est très important parce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas l'étudier? Or, on peut étudier, on la mesure dans le sang, c'est très simple, par une simple prise de sang. Toujours dans la même idée, on savait, alors moi je connaissais cette pathologie, mais je ne faisais pas du tout le rapport avec les syndromes myasthéniques congénitaux. On savait que certains patients qui avaient une anesthésie avec un curarisant faisaient des arrêts respiratoires, sans être myasthéniques du tout, faisaient des apnées, des arrêts respiratoires particulièrement prolongés. Et on s'est aperçu, en dosant la butyrylcholinéstérase dans le sang, qu'ils avaient un taux de butyrylcholinéstérase qui était abaissé. Donc, cette acétylcholine qui était en taux trop élevé à cause des curarisants n'était pas métabolisée. Ces gens faisaient comme un espèce de syndrome myasthénique alors qu'ils ne l'étaient pas. Et enfin, troisième situation, pour montrer l'importance de cette butyrylcholinéstérase, vous avez peut-être entendu parler du syndrome du Golfe qui avait touché ces soldats américains qui avaient été en Irak, qui avaient été traités par de la pyridostigmine, puisque ces soldats ont des gaz asphyxiants qui peuvent les paralyser, et pour les protéger, on leur donne la pyridostigmine. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces soldats ont développé des pathologies neuromusculaires, mais aussi générales, avec des problèmes digestifs notamment, des problèmes de mémoire, etc. Et l'explication maintenant, c'est que certains d'entre eux avaient un déficit en butyrylcholinéstérase, comme pour l'histoire de l'anesthésie, et le fait qu'ils aient trop d'acétylcholine libérée faisait qu'ils avaient toute une série de manifestations. D'où l'idée de ce protocole chez les patients ayant un syndrome myasthénique congénital. D'abord avec déficit en acétylcholinéstérase, mais tous les autres, parce qu'il semble que de toute façon, quel que soit le lieu du syndrome myasthénique congénital, quel que soit le gène impliqué, j'ai presque fini, eh bien, il va y avoir cette fuite d'acétylcholine, une fois de plus, qui devrait rester dans la jonction, elle passe dans la circulation et c'est très mauvais. Donc, on fait une enquête maintenant par un prélèvement de sanguin. Ceux qui nous verront à la consultation, on leur demandera de faire une prise de sang et on va étudier. Alors, ça se fera au laboratoire de Bégin où il y a un grand spécialiste qui est un pharmacien militaire. Et ce n'est pas hasard parce que les militaires ont été très impliqués justement par ce déficit en butyrylcholinéstérase chez les soldats qui peuvent prendre ces produits permettant d'éviter ces conséquences des gaz toxiques. Et donc, on va voir, avec une grille, vous voyez, c'est cette grille qui avait été faite d'ailleurs pour les patients du Golfe, avec à la fois les symptômes musculaires, trop d'acétylcholine, c'est ce que vous avez, les crampes, les fasciculations, voire une faiblesse musculaire, voire à la limite des pannes motrices, c'est-à-dire que quand vous prenez beaucoup trop d'acétylcholine, bon, au départ, c'est très bien, avec des anticholinéstérase, mais quelquefois, ça fait sauter l'ampoule et on se retrouve paralysé. Et puis, toute une série d'autres manifestations qui traduisent l'activité de l'acétylcholine sur toute une série d'autres tissus. Le poumon, mais aussi sur le sommeil, sur les troubles de concentration, cette acétylcholine qui peut aller au niveau cérébral. Et donc, on va voir
si finalement ça peut nous expliquer toute une série de manifestations, en sachant que ce type de dosage de la butyric-cholestérase, dont le taux est d'ailleurs très stable, normalement dans la population, 90% des patients ont le même taux de butyric-cholestérase, et il y en a 5 à 10% qui ont un taux plus bas, c'est pour des raisons génétiques d'ailleurs, hein, le gène qui code n'est pas tout à fait normal. Et l'étape suivante, vous voyez, on reviendra cette fois-ci à la myasthénie auto-immune, c'est peut-être de nous permettre de comprendre que pour beaucoup de patients myasthéniques ayant une myasthénie auto-immune, certains prennent des anticholestérols à toute petite dose, à 3-4 comprimés, ils vont bien, mais dès que vous en prenez 5-6, c'est catastrophique parce que vous avez tous ces effets secondaires, et que pour d'autres patients, on peut en prendre 8 ou 9 comprimés sans avoir aucun effet secondaire. Est-ce que ce n'est pas le niveau de butyrylcholestérase dans le sang qui finalement va métaboliser le trop-plein d'acétylcholine libéré qui explique qu'on ait tous ces effets secondaires ou qu'on ne les ait pas? Voilà. Donc ça, c'est... Vous voyez, là, on est à cheval sur les... J'ai fini, hein, presque. Alors, thérapie génique. Bon, on ne peut pas, effectivement, parler de thérapeutique moderne sans thérapie génique. Alors, la thérapie génique, elle a déjà été faite chez l'animal pour le gène DOX7. Pour le gène COLQ, ça marche, hein, avec des adénovirus. C'est-à-dire qu'on arrive chez l'animal à corriger les anomalies du déficit en acétylcholestérase ou du déficit en DOX7. Et il y a très récemment, parce que ça c'est des travaux un peu plus anciens, il y a une étude aux États-Unis qui va démarrer pour le gène COLQ, parce qu'il semble que le déficit en acétylcholestérase soit vraiment un très bon syndrome myasthénique congénital en termes d'études sur lequel, si on peut agir très tôt, ça serait... Et il y a une étude qui va se faire à partir, cette fois-ci, ça va se vérifier, bien entendu, d'abord chez la souris, mais à partir d'un codon humain, si vous voulez. Et ça pourra s'appliquer éventuellement chez l'homme. En sachant que ça ne sera jamais simple, la décision. Pourquoi? Parce que le pronostic des syndromes myasthéniques congénitaux, on ne vous l'a peut-être pas dit vraiment encore jusqu'à maintenant, est très variable en fonction de l'âge. Ça peut être très sévère au départ, puis s'améliorer par la suite. Donc vous voyez, vous êtes tout à fait dans une condition différente d'une myopathie de Duchenne où on sait que si on ne fait rien, petit à petit, le muscle va se détruire, donc on a intérêt à traiter le plus tôt possible. Dans un syndrome myasthénique congénital, vous pouvez avoir une forme très grave au départ, et puis les choses peuvent s'arranger considérablement. Donc vous voyez, utiliser la thérapie génique pour ça, c'est plus compliqué. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé, mais vous voyez qu'il y a plein de perspectives. Hein. Voilà.